Bonjour et bienvenue dans ma bulle. Après des auteurs solos comme Jonathan Munoz, Cyrano ou Chloé Vary, On part aujourd'hui à la découverte d'un triptyque atypique. Abîme. Dans ma bulle, dans ma bulle, dans ma bulle, dans ma bulle. Abîme, c'est 3 albums, 3 dessinateurs, mais une seule scénariste, Valérie Mangin, qu'on a d'ailleurs eu la chance de rencontrer au Festival d'Angoulême 2018, accompagnée de Denis Bajram. et on ne les remerciera d'ailleurs jamais assez pour le temps qu'ils nous ont consacré, surtout en période de festival avec un agenda aussi chargé. Fan de BD, Valérie Mangin fait des études d'histoire, se passionne pour l'Antiquité et intègre l'école des Chartes. Et c'est durant sa thèse qu'elle rencontre Denis Bajram, avec qui elle débutera sa carrière de scénariste. Je suis scénariste en gros depuis 2001. Et depuis 2001, je me pose beaucoup de questions sur la BD en tant qu'art et en tant qu'exercice formel. S'ensuit une carrière prolifique. En 2012, elle reprend Alix de Jacques Martin avec Alix Sénator, mettant ainsi sa pierre à l'édifice qui lui a fait aimer l'Antiquité et la BD. C'est ma vie, je dirais presque, parce que je suis passionnée d'histoire depuis que je suis toute petite. Je suis tombée dedans, je vais dire, avec Martin, quand on m'a offert Le Dieu sauvage quand j'avais 10 ans. Je me suis mis au latin après, j'ai fait des études d'histoire ensuite. C'est quelque chose qui m'a accompagnée vraiment toute ma vie. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, que j'adore et que j'ai envie de faire partager aux autres en même temps. Et que je trouve c'est un tel creuset d'histoire, de situations, de décors, de personnages tellement incroyables, tellement fantastiques. Ce serait dommage de s'en priver en fait. Mais à partir de ça, bon, c'est une matière que je dois quand même traiter de manière personnelle, essayer en plus de donner aux gens cette matière, de donner un peu le regard que moi, en tant qu'auteur, j'ai dessus. Le sens que moi je lui donne, ce que je trouve intéressant ou pas dedans. Et c'est vraiment un mix entre cette matière et mon regard d'auteur dessus, quoi. Mais elle aime aussi les exercices de style, comme Trois Christ, avec Denis Bajram au dessin, un album où la même histoire est racontée 3 fois, mais ça on y reviendra. Sur Abîme, elle s'essaie à une œuvre formelle qui joue pleinement son titre. Elle s'accompagne de 3 dessinateurs, un par tome, pour répondre au mieux aux attentes et aux enjeux de ce triptyque. Dans l'ordre des tomes, on trouve donc Griffo, le créateur de Giacomo C, un ancien de chez Spirou, qui a aussi travaillé avec Jean Dufaux sur Beatifica Blues, ou avec Wolf, avec qui il réalise Vlad, signant le premier volume. Loïc Malnati, qui depuis 1996 fait régulièrement des incursions dans la BD, le storyboard, et est devenu par la suite tatoueur. Pour le 3e volume, elle s'accompagne de celui qui lui a mis le pied à l'étrier, créateur de Universal War One et de Cryozone, l'un des pionniers de l'utilisation de la palette graphique, Denis Bajram. Et vous allez voir que cela n'est pas sans raison. Le tome 1 prend place à la fin du 19e siècle. Honoré Balzac met la touche finale à la conclusion de son dernier feuilleton, La peau de chagrin, qu'il doit livrer sans tarder à la rue de Paris. Mais le journal décide de publier une autre histoire feuilletonesque qui a pour héros notre bon Balzac durant ses jeunes années. Dévoilant petit à petit des secrets masqués de la vie de l'auteur et finissant par décrire l'auteur dans des situations où il lit ses nouvelles aventures en direct. C'est étrange, au premier abord presque dérangeant, mais l'histoire nous emporte et nous voulons tout comme Balzac savoir qui est l'auteur de ce roman. S'ensuit une lente descente aux enfers, où, d'indice en fausse piste, l'auteur devient acteur involontaire de cette farce macabre. Valérie Mangin demande à Griffo, avec qui elle avait travaillé sur Petit Miracle, un diptyque prenant place durant la Révolution française, de le dessiner. Griffo réussit sans mal à dépeindre un 19e siècle réaliste. Griffo s'imposait très naturellement parce que Valérie a fait le Petit Miracle avec lui qui était déjà dans cet esprit-là. Donc quand t'as eu cette idée, je me souviens très vite, t'as fait bon, ce serait super que Griffo qui Griffo est un amoureux du 19e siècle, donc c'est quelque chose qu'il avait envie de traiter depuis très longtemps. Il l'avait déjà fait un peu par le passé, mais il avait vraiment envie de recommencer. Et c'est vrai que Balzac, c'est un personnage qui lui parlait beaucoup aussi en tant que romancier. Valérie Mangin et Griffo s'amusent ici à 4 mains, avec des constructions de planches assez classiques, mais où la prise de conscience du lecteur va petit à petit créer un décalage entre ce qui est montré et ce qui est ressenti, laissant apparaître ainsi l'abîme qui s'empare de Balzac. Petit jeu de miroir, on remarquera que la première et la dernière planche se répondent tant dans leur construction que dans leurs propos. On fait des livres à relire, enfin, la bande dessinée a cette énorme qualité-là par rapport au roman qu'elle se relit rapidement. Pour nous, réussir un livre, c'est quand on comprend que les gens le relisent 3-4 fois. Quoi. Et que même là, à la 4e lecture, à un moment, il faudra que je relise un jour. Quoi, voilà. Comme on a fait, nous, avec nos Astérix ou nos Alan Moore. Septembre 1946, Théâtre des Champs-Élysées. Henri-Georges Clouzot présente son nouveau film, Les Mystères de Balzac. Mais alors que Baran, son producteur, s'apprête à annoncer le cinéaste, celui-ci n'est toujours pas présent. Valérie Mangin fait appel ici à Loïc Malnati, qu'elle avait rencontré sur la série Destin, parue chez Glénat, et avec qui elle avait signé en 2011 Du plomb pour les garces.
Composé de flashbacks, cette deuxième partie nous amène à voir Clouseau confronté à un copiste. Le tournage ne s'est pas passé sans heurts et la période est trouble. Ce qui rend de fait avec le cadre chaleureux de la fin du 19e siècle. Bon, Loïc, c'était un peu plus compliqué parce que je cherchais quelqu'un qui a un style très différent de Griffo et de Denis, et en même temps qui puisse bien rendre le côté, comment dire, sombre, à la fois sobre et sombre de cette période-là. Soit un dessin peut-être assez austère et en même temps assez vivant sur les Côté un peu personnages. roman noir, Côté un peu roman. Clouseau est accusé de collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale et acculé par les syndicats. D'autant que sa ressemblance avec le docteur Petiot le met en défaut. Tous se cachent derrière des masques. D'un côté, le caractère tyrannique et violent du metteur en scène installe une tension permanente sur le plateau, et de l'autre, l'atmosphère tourmentée de l'après-guerre et les révélations à propos des crimes du docteur Petiot agitent l'opinion publique et la rue. Tous jouent un rôle. L'importance et la prédominance des miroirs du tome 1 sont remplacés dans le tome 2 par des écrans d'étoiles blanches de cinéma, en écho à la page blanche de l'écrivain et futur écho à la planche blanche du dessinateur, Denis Bajram. « 1993. Étudiante, amatrice de bande dessinée, Valérie Mangin découvre un album ayant Balzac pour personnage central. Chose pour le moins étrange, cette BD est inconnue du libraire et un homonyme de la jeune fille est crédité comme scénariste. Malheureusement, le tome disparaît mystérieusement. 5 ans plus tard, elle boucle sa thèse sur le mystère de Balzac. Elle trouve le tome 2 dans un magasin, mais ce coup-ci n'a pas le temps de l'acheter qu'il disparaît tout aussi furtivement. Dans ce tome 3, Valérie Mangin s'associe à Denis Bajram, son compagnon à la ville. Nous livrons ainsi une œuvre plus personnelle, biographie fantasmée teintée de vérité et de mise à nu. Voici donc l'ultime tome d'Abîme. À leur lecture, il ne faisait aucun doute que les deux précédents étaient liés entre eux. Le constat est identique pour ce troisième tome. Denis Bajram pose sur le scénario de Valérie Mangin un œil particulier, forcément, et son style graphique colle parfaitement à l'époque où se déroule l'histoire. J'ai écrit globalement la totalité. Je veux dire, le squelette global, je l'avais dès le départ. Après, j'ai écrit tome par tome et séquence par séquence dans chaque tome. Je suis quelqu'un qui découpe beaucoup. Je découpe à la planche, à la case, je dialogue, je fais des didascalies assez longues, je suis assez descriptive. Après, j'en discute avec le dessinateur. Je ne suis pas du tout comme un diktat pour lui dire, voilà, maintenant c'est ça, et sinon tu seras puni. Et c'est vrai que je suis assez comme ça. Et Denis est un peu l'exception. Valérie Mangin et Denis Bajram ont travaillé ensemble du storyboard à la publication, partageant le même bureau, et la complicité du couple et les détails parfois privés qu'ils y mettent créent une ambiance intimiste teintée de cette farce douce amère. Denis est un peu une exception dans le sens où on est ensemble 24 heures sur 24, on travaille dans la même pièce. Et c'est vrai que quand on a commencé à faire Abîme tous les deux, on était à des bureaux côte à côte, et là j'ai pas découpé, j'ai pas fait un scénario formel comme je prends le livret du dessinateur. C'est beaucoup plus passé par le dialogue, on a storyboardé ensemble. En fait, j'ai fait un storyboard brouillonné, on en discutait à chaque scène, etc. Voilà. On fixait les dialogues ensemble. Mais là, ça a vraiment été parce que voilà, quand j'avais l'image, alors je me mets pas à décalquer une photo. Je prends la photo, je regarde comment sont faites les lumières. Souvent, c'est une photo tristouille de Google Maps que je mets en plein soleil, donc on recrée les lumières et tout. On remet des voitures d'époque. Il faut chercher des vues de 104, des trucs passionnants comme ça. Donc c'était tout un petit exercice de reconstituer ce monde de notre jeunesse. On va donc suivre leur vie jusqu'à leur dénouement final. La véritable force de ce troisième et dernier tome d'Abîme est qu'il est la clé de voûte de tout le récit et qui rend l'ensemble incontournable si vous voulez vivre une expérience BD qui sort des sentiers battus. Certaines cases sont construites de manière à répondre à d'autres, que ce soit dans le tome en lui-même ou dans les deux précédents. Et certains choix de cadrage, non contents de répondre à l'action, mettent d'eux-mêmes le 9e art en abîme. Mais là où Balzac et Clouseau perdent des pieds avec la réalité, victimes de leur mise en abîme, Valérie Mangin et Denis Bajram cèdent, s'accompagnent pour sortir de la boucle infernale. Ce qu'on faisait aussi quand on était éditeur, on a toujours pensé que le grand public allait avec la recherche et vice versa, enfin qu'on n'était pas figé dans un type de récit, etc. C'est vraiment ce qu'on essaie de montrer aussi dans l'abîme. Parce qu'on ne cache pas dedans qu'on est des auteurs grand public, à la fin un peu fantasmatique, là, parle le succès hollywoodien et ce genre de choses, et en même temps on est en train de faire complètement autre chose dans le bouquin. Donc on a envie qu'il y ait cette négociation à l'anglo-saxonne, à l'anglais, j'allais dire, où on peut à la fois faire des chansons qu'on va chanter dans la douche et faire des chefs-d'œuvre comme font les Beatles. On a toujours eu cette envie, voilà, d'essayer de faire les deux en même temps, et là on essaie de le montrer dans ces livres-là. Surtout pas de faire d'être ou des auteurs grand public qui ne pensent qu'à vendre plus de livres, ou des auteurs d'avant-garde qui ne pensent qu'à avoir des prix. Oui, on essaie de parler à tout le monde, c'est sûr. Et je sais qu'à titre personnel, moi je n'aime pas faire ce qui a déjà été fait, et surtout pas refaire ce que moi j'ai déjà fait qui est encore pire. Mais vous l'aurez remarqué depuis le début de cette chronique, quand on vous parle de ces 3 tomes, on n'a pas abordé le problème de fond qui sous-tend toute la trilogie, la mise en abîme. Roland Bourneuf et Réal Kellel définissent la mise en abîme comme l'inclusion d'une histoire à l'intérieur d'une autre. Tout le jeu de la mise en abîme est de faire ressentir au lecteur le vertige de l'histoire en incluant dans la fiction d'autres fictions qui éclaireront le spectateur sur la fiction principale. En plus simple, la mise en abîme consiste à enchâsser une œuvre dans une œuvre du même type.
théâtre dans le théâtre, comme dans Hamlet, BD dans la BD, comme dans Les Cigares du Pharaon, et bien d'autres. Ici, Valérie Mangin utilise la mise en abîme pour créer une chute pour chacun de ses personnages. J'ai beaucoup de sympathie pour les chutes, je dirais. C'est-à-dire qu'Attila et l'Empire romain, c'est la chute de l'Empire romain. Là, je voulais un peu montrer, j'aime bien montrer la chute des humains. Qu'est-ce qui fait, pourquoi on n'arrive pas à rester à son apogée finalement? Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Qu'est-ce qui nous fait tomber? Qu'est-ce qui peut faire qu'on se relève éventuellement après? C'est un sentiment très romantique et très adolescent en même temps, mais Même à la fin ça m'émeut beaucoup. Même à la fin d'Abîme, Valérie a proposé que, ayant conquis l'immortalité, on décide finalement de chuter quand même. Donc il y a quand même toujours cette idée que même la parfaite réussite nécessite pas une chute pour être belle. La chute, la mort, c'est la naissance, quoi. C'est ça. En tant qu'historienne, je sais aussi qu'une civilisation qui chute, c'est aussi une civilisation qui naît. Ça fait partie de la mise en abîme en fait. Chaque créateur doit voir son travail remis en question et justement est retraité par un autre lui-même en l'occurrence, quoi. Et c'était vraiment un des partis pris de départ de la mise en abîme. Il y avait un parti pris aussi qui était que la première mise en abîme, C'était sur le passé. c'était le passé qui revenait. Nous, c'est son présent qui était remis Son en présent, scène. c'est les tournages instantanément qui sont modifiés, et nous c'est le futur. Donc il y avait aussi cette idée d'avoir ces trois temps. Citons par exemple la maison de Balzac, qui dès le premier tome est décrite par Griffo, et dans lequel chaque tome va, à un moment ou à un autre, revenir en utilisant les mêmes cadres. Valérie Mangin va encore plus loin, doublant grâce au tome 3 la mise en abîme d'une mise à nu, en cela que la victime de la mise en abîme n'est autre que l'autrice. Elle y décrit sa vie, de l'école des Chartes à la parution de la série. Je pense que c'est ça qui a motivé une partie aussi du malaise chez les gens et qui les a amenés peut-être à laisser ça un peu prendre le dessus sur ce qui était un jeu formel pour nous et une œuvre d'art avant tout. C'est vrai que ça touchait beaucoup notre vie intime, c'est vrai que les 3/4 des choses qui sont racontées dans l'album sont vraies et on a beaucoup discuté ensemble, mais qu'est-ce qu'on a envie de dire ou de ne pas dire, jusqu'où on peut aller, est-ce que telle scène c'est une bonne idée, est-ce que toi tu n'as pas d'autres souvenirs que c'était plus pertinent à mettre dans l'album, enfin. Par exemple, la scène de sexe, on s'est demandé est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas. On amène, alors, elle était normale dans ce genre de récit à cet endroit-là. De pas la mettre, c'était censurer la normalité du récit à ce moment-là. Donc on l'a fait, mais évidemment que c'est extrêmement ambigu. Voilà, c'est surtout moi qui m'en suis chargé, mais j'ai vraiment cherché à constituer le monde dans lequel on a vécu. J'ai été revoir les sorties qui avaient eu lieu ces mois-là, à chaque fois, et j'ai pas retrouvé d'image précisément des cinémas dans lesquels on allait, mais j'ai fini par reconstituer une mémoire à partir de quelques sources et trucs. Il y a vraiment une envie de reconstituer le quartier tel qu'on l'a connu quand on était jeune, avec les bonnes sorties de bande dessinée. Les bandes dessinées qu'on voit en vitrine à Fantasmagorie, c'est celles qui sortaient à ce moment-là, quoi, vraiment. Il y a vraiment eu cette envie de redonner le sel de l'époque en retrouvant vraiment les choses réelles, quoi. La mise en abîme est telle que le directeur de la collection, José-Louis Boquet, est le neveu de Clouzot, ajoutant ainsi inconsciemment de l'eau au moulin et une perspective entre les trois auteurs. Nous vous le disions, Abîme est une œuvre formelle, un exercice de style où Valérie Mangin joue avec les codes du 9e art, nous amenant à nous questionner sur les possibilités de ce média. Vraiment, là, voilà, il y a une complexité, il y a des strates, en effet, des niveaux de lecture, c'est des sandwichs d'histoire et tout. C'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois, quoi. Parce qu'en fait, aller faire des œuvres extrêmement pointues et incompréhensibles, c'est plutôt plus facile de faire des œuvres extrêmement accessibles et le plus pointu possible en même temps. Mettre des verrous partout et afficher partout qu'on est plus intelligent et plus cultivé que son lecteur, comme on a le contrôle parfait sur l'œuvre, il n'y a rien de plus facile. Sur 3 crises, on avait travaillé ensemble, là j'avais vraiment appliqué le scénario très précis de Valérie. Sur Abîme, là, le tome 3, c'est vraiment une œuvre collective complète. On vous le disait en début de chronique, Valérie Mangin a réalisé en 2010 Trois Christ, une œuvre résolument avant-gardiste qui narre la découverte du Saint-Suaire à travers 3 réalités différentes. Tiens, déjà 3. Trois Christ, c'est la même semaine de 1353. Les mêmes lieux, le même Saint-Suaire, raconté dans 3 récits. Une thèse, une antithèse et autre chose. 3 points de vue différents, mais toujours avec le même découpage, ou presque, les mêmes actions, ou presque, et les mêmes dialogues, ou presque. Bref, vous voyez. Trois Christ est donc une lecture fortement conseillée pour approfondir ce qui suivra. Pour Trois Christ, il fallait vraiment que j'écrive tout, je dire case à case, dialogue à dialogue, du début à la fin, pour être sûr que ça fonctionne en fait. Abîme, bon, il n'y a quand même pas une contrainte aussi forte. Voilà, les tomes 1 et 2 sont purement de Valérie, le tome 3 est un hybride. On a vraiment Jean Bajram. Sur 3 crises, j'avais été le bon élève, il y avait une envie d'essayer de voir si on pouvait faire écrire ensemble, et écrire en bande dessinée. Valérie n'a pas cette chance de pouvoir dessiner, donc
de participer à une vraie scénarisation par la BD et pas par l'écrit. C'était très intéressant, mais au niveau professionnel pour moi, simplement en tant qu'exercice aussi de scénariste. Quoi. Écrire vraiment avec un co-scénariste auteur comme ça, c'est la seule occasion que j'ai eue d'ailleurs. Alors c'est du storyboard sur informatique, donc en plus c'est assez facile de déplacer des cases quand on parle, de faire bouger les séquences et tout. Donc sur papier ça aurait été un peu plus compliqué de travailler à deux, mais Valérie pouvait vraiment venir très facilement me dire « Ah mais j'aurais bien vu une case avant ». Les deux auteurs travaillent ainsi le transmédia, puisque l'ensemble des allitérations sont répertoriées sur un site internet dédié, permettant au lecteur de voir toute la profondeur de l'œuvre qu'il parcourt. Cette parenthèse nécessaire sur Trois Christ sert à appuyer et à préparer une démarche particulière de Valérie Mangin. Un jeu sur la position du lecteur, sur l'importance d'un point de vue, et donc sur la mise en abîme. On pourrait dire que Trois Christ est un galop d'essai pour la réalisation d'Abîme, Abîme dont Valérie Mangin a eu l'idée en 2008, mais il semble que le projet ait eu besoin de temps pour arriver à maturité. C'était un projet au long cours, j'ai commencé à l'écrire en 2008, je crois de mémoire, et c'est paru en 2013. Donc il s'est vraiment paru passer 5 ans, il faut un peu s'y mettre assez vite, donc on a eu assez vite son album. Et c'est vrai que Loïc et toi, c'était plus compliqué. Et moi j'attendais un peu que le deuxième soit fait, parce que je venais couronner l'édifice, donc c'était quand même mieux d'avoir vu ce que les autres faisaient. Les 3 albums étant sortis sur 3 mois, les lecteurs ont pu voir les 3 couvertures simultanément, et à partir de là, la magie opère. Le tome 1 montre Balzac et son ombre, le tome 2, Clouzot et son ombre, le tome 3, Valérie Mangin et une ombre menaçante, qui se révélera être Denis Bajram. Mais d'ailleurs, pourquoi ces 3 auteurs ? Moi et Denis, c'était la solution la plus simple, parce qu'en fait, en faisant la mise en abîme, il fallait bien que les auteurs, à un moment, se retrouvent dans leurs propres albums. Et évidemment, étant l'autrice, étant la scénariste générale, je devais être dedans. Et qui mieux pour me représenter ma vie, que Denis, mon compagnon, qui est aussi un très bon auteur de bande dessinée. Donc c'est le premier couple qui a été formé, quasiment. Ensuite, pourquoi Clouzot et Balzac ? J'avoue que c'est un peu par amour de l'horreur et par facilité à la fois, puisqu'on voulait, partant de nous à la fin, parler de notre milieu, de là où on vivait, c'est-à-dire Bayeux. J'ai cherché les auteurs qui avaient été présents à Bayeux aussi, et j'ai constaté avec joie que Balzac avait habité un moment à Bayeux, il avait écrit un de ses romans, et que Clouzot y était passé quand il avait fait son film sur Manon Lescaut, en fait, qui avait été tourné sur les plages du Débarquement en partie. Donc j'avais trouvé ça très intéressant de partir de ces 3 auteurs-là, d'autant qu'une fois que l'album a été signé chez Dupuis, José-Louis Bocquet, qui était notre éditeur là-bas, et qu'on voit dans le tome 3 d'Abîme, m'a révélé qu'il était le filleul de Clouzot. Et m'a offert un très beau livre sur Clouzot. D'accord, donc ça fait partie de la vraie... oui, voilà, c'est partie de la vraie histoire, voilà. Donc tout s'est un peu recoupé comme ça, c'est... Chez Balzac, il y avait un truc important aussi, c'est que c'est un des auteurs de littérature classique qui a fait du fantastique. Oui, c'est vrai, qui avait fait La peau de chagrin, dans lequel effectivement le héros, qui a un mystérieux artefact, une pièce de un morceau de cuir, qui diminue de taille à chaque fois qu'il fait un souhait. C'est le seul roman fantastique de Balzac, et c'est un des rares romans fantastiques français de cette époque-là. Et c'est vrai que faisant nous-mêmes une œuvre fantastique, c'était très intéressant de partir de lui aussi pour ça, c'est vrai. D'ailleurs, le moment où on prend Balzac dans Abîme, c'est juste au moment où il est censé écrire La peau de chagrin. On le fait écrire à la place. Finalement, ce qui lui arrive, il se retrouve avec un faux roman publié, voilà. On découvre tout le sien. Qui remplace La peau de chagrin, qui est une histoire sur le destin, donc enfin on est quand même sur... C'est vrai. Pareil, il y a des cases qui circulent à travers les 3 albums. C'est vrai qu'après la réception est complexe, même pour Abîme ça a été assez compliqué. Je crois que les albums sur Balzac et Clouzot ont été très bien acceptés. Et quand on a sorti le 3e tome, c'est vrai que une grande partie de la critique a beaucoup aimé. L'album s'est bien vendu, on n'a eu aucun succès. On a quand même eu quelques personnes qui ont vu une sorte de défoulement narcissique en quelque sorte. Alors c'était très curieux parce que l'autobiographie en BD c'est quand même quelque chose qui existe depuis un moment. C'était même à l'époque hyper légitime dans la nouvelle BD. Et nous, au moment où on a fait ça, c'était Satan. C'était Satan, voilà. Tout d'un coup, là... Le faire au sein de la BD grand public, alors là, voilà. Qu'est-ce qu'on devait faire ça ? Alors, autant on a pu être déçu par une partie de la critique à l'époque, autant aujourd'hui, les lecteurs qui y arrivent pour les bonnes raisons. Et on comprenne les enjeux, la finesse et puis même l'humour en fait même qu'on a essayé de mettre, parce que pour nous c'est un jeu, il y a quelque chose de drôle là-dedans. C'est censé être à la fois troublant et à la fois drôle. Balzac à l'échafaud, c'est drôle, c'est cruel et drôle à la fois. Il y a un moment, le premier en plus, le dessin est très truculent au début. Enfin, on pensait nous inscrire ça dans une sorte de comédie humaine, mais au sens grinçant, quoi. Mais la dernière planche relance ce non moebus, mettant ainsi en abîme la carrière même des auteurs. La fin est tellement énorme
on pensait, nous, que c'était clair qu'on avait du recul sur le fait qu'on parlait de nous-mêmes. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont pris ça au premier degré, qui nous ont dit vous nous prenez pour des dieux, pourquoi vous nous prenez quoi. Enfin, je sais pas, il y a un moment. Je sais pas, voilà, il y a un moment, bon, c'est quand même. Nous, quand on a fait la fin, on s'est dit bon voilà, c'est bon, c'est officiel, c'est ou un bad trip ou un good trip plutôt en l'occurrence, quoi. Mais c'est une sorte, on expose une sorte de fantasme étonnant des choses. Nous qui sommes plutôt des auteurs grand public, quand on fait ces livres-là, on les fait pour nous. Mais on espère aussi que ça donne l'idée aux lecteurs, aux critiques et aux auteurs qu'on n'est pas bloqué dans un genre, dans un style, dans une pratique artistique. Au contraire, si à un moment on arrive à toucher un peu de succès, c'est le moment où il faut en profiter pour proposer des choses différentes. Parce que c'est sûr que pour un éditeur, signer un 3 Christ ou un Abîme, c'est des parfaits inconnus, c'est délicat, quoi. Parce que c'est des livres par certains côtés difficiles, quoi. Le formalisme, c'est pas quelque chose qui est compris par tout le monde, quoi. Il faut avoir un goût pour le média pour en apprécier son formalisme, par exemple. Donc on trouvait ça drôle d'aller expliquer par de la fiction, de la fiction, enfin de faire des espèces de boucles comme ça. Et à l'arrivée, on a des gens qui ne voient pas du tout ce jeu et qui restent hyper primaires, genre à tout près ils nous parlent de leur vie. C'est un des livres dont on nous parle le plus souvent. Il a des lecteurs, des nouveaux lecteurs encore aujourd'hui qui en entendent parler par un ami, qui leur a dit lis ça, c'est étonnant. Voilà, c'est assez agréable. Ça, c'est agréable, oui. C'est sûr qu'on est très influencé par le comics. Je crois que Abîme n'existerait pas, 3 Christ n'existerait pas si Alan Moore n'avait pas existé, quoi. Je suis une fan hystérique de Watchmen, par exemple, ou V pour Vendetta, ou Promethea plus récemment. C'est vrai que le travail formel d'Alan Moore, c'est vrai que j'ai dû lire Watchmen 15 fois, je pourrais le relire une 16e et en redécouvrir encore, quoi. C'est vraiment... Il y a ça et Loubapo de l'autre côté, c'est-à-dire le travail... Alors vous connaissez l'ouvroir de bande dessinée potentielle, donc qui est le correspondant en BD de l'ouvroir de littérature potentielle, et qui a été pas mal, entre autres, dans les mains de gens qui étaient à l'association, etc. Et qui a vraiment expérimenté la forme, des choses aussi bêtes que de faire des cubes avec des cases, comme ça quand on jette, on a une histoire. Entre le formalisme d'Alan Moore et le travail sur le formalisme bande dessinée des années 90, on a toujours été très nourris par ça. Par exemple, je suis grande fan du scénariste Mark Millar, je parlais d'un scénariste américain encore une fois, qui je trouve arrive vraiment à raconter de manière très dynamique, très énergique, des histoires qui sont très grand public, qui pour le coup, qui deviennent même des films et qui sont vraiment très très lus aux États-Unis. Et en délivrant vraiment, en restant une grande qualité formelle, c'est un grand narrateur, et en arrivant à raconter des histoires vraiment humaines, vraiment sophistiquées, et vraiment très... Enfin, il raconte de vraies histoires, en tout cas à plusieurs niveaux, comme on en parlait, quoi. Alors très différent d'Alan Moore, parce qu'il est beaucoup moins dans le formalisme que lui. Bon, en même temps, c'est vraiment un maître c'est vraiment un maître du média pour moi. Si vous ne connaissez pas encore l'immensité de l'œuvre d'Alan Moore ou l'impertinence salvatrice de Mark Millar, non seulement vous avez de quoi faire avant d'en voir le bout, mais vous aurez aussi une bonne illustration de comment des propos similaires peuvent avoir des traitements aux antipodes. En plus, c'est un des amours de jeunesse la Tour, La fièvre d'Urbican. La fièvre d'Urbican de compagnie, c'est des livres qui nous ont tous les deux marqués énormément. Moi, je me considère comme un descendant de Peter de Skeleton, hein. C'est vraiment dans les traits. Je dis souvent que s'il n'y avait pas eu ces quelques livres-là, je serais du comics aujourd'hui. Je serais parti essayer de trouver du boulot aux USA parce que je ne me reconnaissais pas dans la BD franco-belge. Et les cités obscures, ça a vraiment été une des choses qui m'a laissé penser qu'on pouvait complètement faire des choses qui m'intéressaient dans la bande dessinée franco-belge. Quant à vous présenter Benoît Peeters, sincèrement, c'est ni le lieu ni le moment, et j'en aurai au moins pour 3 chroniques, juste pour vous parler du bonhomme. Sachez juste que c'est un des plus grands scénaristes de ces 40 dernières années pour moi, et que c'est un des plus grands théoriciens de la bande dessinée actuelle. Et fun fact, dans la chambre de Valérie Mangin étudiante, on retrouve l'affiche de L'Archiviste, qui est un des tomes de Benoît Peeters et Françoise Keuten sur la série Les Cités Obscures. Je l'avais réellement dans ma chambre, dans mon foyer, oui. Je l'avais réellement. Parce que je me suis posé la question. Je me destinais à être archiviste à l'époque, donc forcément ça Ah oui, en parlait. plus c'est drôle. Et imaginez qu'on allait faire à l'époque, les états généraux avec Benoît, qu'on ne connaissait pas. On connaissait pas à l'époque. C'est vrai que ça devient des espèces d'indices de choses qu'on ne savait pas, quoi. Donc, Bon, en même temps, c'est vraiment nos centres d'intérêt réels, donc c'est normal que ça recoupe toujours notre vie à un moment ou à un autre. Car oui, toute l'œuvre de Valérie Mangin est parcourue par l'envie d'apporter de nouveaux regards sur l'histoire via la fiction. Et en 2000, elle sort son premier tome chez Soleil, Le Fléau des Dieux, chronique galactique qui nous narre la guerre qu'Attila a fait à Rome. Elle marque ainsi les esprits, créant l'Antiquité galactique, qu'elle continuera d'explorer avec le dernier Troyen 4 ans plus tard.
On pourrait y rapprocher le Salammbô de Gustave Flaubert et Philippe Drouillet, ou l'Olympos de Dan Simmons, qui tous deux adaptaient des mythes antiques en science-fiction. Donc c'est vraiment une moyen d'interroger qu'est-ce que l'humain dans l'histoire, par rapport à l'histoire, et toutes ces questions-là. On s'est documenté au maximum pour avoir, sur Bayeux par exemple, ou sur l'époque de Clouseau, on s'est vraiment documenté, et après je leur ai vraiment demandé de respecter l'époque au maximum, de regarder les costumes par exemple, les décors, les voitures, des choses comme ça. Alors après, ça n'empêche pas qu'il y a peut-être des erreurs aussi dans leurs albums, mais il y a vraiment un souci de reconstitution historique. Ça, c'est un peu une tendance que j'ai dans tous mes albums. Je sais pas si je le dis heureusement ou malheureusement. Mais, Ça aurait pu historienne. Ça aurait pu historienne, voilà, c'est ça. Aussi à l'aise avec le polar hardboiled comme avec Du plomb pour les garces, que sur l'espionnage avec KGB, ou l'Uchronie comme pour Luxley, elle semble survoler le scénario avec une facilité déconcertante. C'est vrai que quand j'ai Le Fléau, que je sache, c'est une première BD qui mixait comme ça histoire et science-fiction, en France en tout cas. Après j'ai fait Luxley, qui est une uchronie où on voit Romain Desbois, ce sont les peuples colombiens entre guillemets qui nous découvrent, pas nous qui les découvrons. Et c'est vrai que l'Uchronie c'était très courant dans la culture anglo-saxonne, mais beaucoup moins chez nous à l'époque. Et j'essaie toujours comme ça de me renouveler. C'est vrai que Trois Christ et Abîme, c'est aussi des tentatives de renouvellement de ce genre-là. Et c'est vrai que moi j'imagine pas refaire un dessinement, répéter un schéma déjà bien en place, je trouve pas ça très intéressant. Sa culture d'historienne et de BD-phile en font une scénariste complexe qui nous montre ce qu'est l'essence de la bande dessinée, l'universalité de la lecture graphique. Au fil de leur carrière et en conservant cette démarche, Valérie Mangin et Denis Bajram ont été amenés à créer les états généraux de la bande dessinée avec Benoît Peeters. Photographie sociologique de la condition d'auteur de bande dessinée, ces états généraux permettent surtout d'avoir un regard factuel sur une réalité ressentie, et ainsi pouvoir, comme ils le font, apporter leur expertise au pouvoir public. Les états généraux de la bande dessinée, c'est la réponse à des questions qu'on se posait entre nous. Il y a eu une réforme de la retraite complémentaire qui a été assez sauvage, parce qu'on est passé un peu de la cotisation à volonté à 8% des revenus qui partaient d'un coup. Un mois de salaire pour les salaires. Un mois, pour faire rapidement. Donc il y a eu une bronca chez les auteurs. On s'est retrouvé à discuter entre pas mal. Moi j'étais à l'époque au SNAC Valérie Psy et on s'est retrouvé à discuter, et entre autres avec Benoît, qui est un grand connaisseur de la BD. Et on s'est aperçu dans nos discussions, alors qu'on était vraiment des connaisseurs de ce milieu et de son histoire et tout, en permanence, c'est on sait pas. Alors ne serait-ce qu'on est combien d'auteurs, on ne sait pas, il gagne combien, on ne sait pas, il y a combien de filles, ils ont quel âge. On avait tendance à croire que les auteurs gagnaient mal leur vie et la gagnaient de plus en plus mal, mais en fait on n'avait aucun chiffre pour dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un fantasme qu'on a, une illusion, où en est-on exactement. Voilà, et donc on s'est dit qu'il était la première idée qui est venue, c'est l'idée d'étudier ce milieu, et puis on a essayé d'agrandir le concept parce qu'on voulait pas que ce soit que de la sociologie brute. On espérait faire une association qui permettrait aussi de discuter entre les différents acteurs de solutions éventuelles qu'on pourrait trouver, ou en tout cas des problèmes déjà. Voilà, donc on a passé beaucoup de temps sur l'étude, ça c'est pour l'instant un peu le seul vrai travail qu'on a fait, à part que depuis, on s'est retrouvé à être des référents pour pas mal de gens sur ces questions-là, y compris pour les institutionnels. Donc on essaye en souterrain de faire avancer pas mal de choses. Voilà, donc les états généraux pour l'instant, après cette grande étude, c'est devenu cette espèce d'interlocuteur très rationnel et raisonnable. Nous, on est plutôt dans d'essayer bien d'analyser la situation, de signaler les dangers, mais sans panique, mais très clairement, très nettement, et de dire la vérité que même souvent nous-mêmes, à titre personnel, on ne voudrait pas entendre. Il y a une réalité de la dégradation, il faut qu'on le dise, parce qu'on a fait ça pendant 10 ans, et ça se termine aujourd'hui par des auteurs qui n'arrivent plus à payer le chauffage, donc il faut que ça s'arrête, et que, au moins tous ceux qui vont arriver maintenant soient au courant que c'est pas plus facile que de faire de la musique. 50% des auteurs qui sont en dessous du SMIC en termes de revenus, et plus de 30% qui sont en dessous du seuil de pauvreté en fait. On prend que les autrices, il y en a déjà 50% qui sont en dessous du seuil de pauvreté actuellement. Et on assiste en plus à une dégradation. Donc, si on voit bien que chez les jeunes, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire, donc on peut pas laisser les gens arriver dans ce qu'ils pensent être un métier alors que c'est en train de devenir une passion qui parfois paye. En même temps, c'est un phénomène très positif, ça veut dire que le milieu créatif est en pleine forme, qu'il y a de plus en plus de créateurs, donc de plus en plus de créations, beaucoup de variété dans la création. Tout ça devrait être que positif en fait. On commence enfin à faire des BD pour les femmes. Voilà, par exemple. C'est vraiment, dans l'absolu, on est dans un âge d'or créatif, mais le problème c'est que c'est noyé. Le problème c'est que les gens n'en vivent plus. Si on devait faire une liste exhaustive de toutes les techniques et astuces que les 4 auteurs usent dans cette trilogie, on en aurait pour un moment.
nous n'avons fait qu'effleurer les profondeurs d'Abîme. Cette chronique ne se veut pas exhaustive, libre à vous de vous faire votre propre opinion, de naviguer parmi les indices et les miroirs et d'en découvrir plus. Seul votre œil et vos émotions comptent sur ce genre d'ouvrage. Et on vous invite à découvrir des auteurs comme Marc-Antoine Mathieu, Ou des albums comme Imbattable ou bien Trillium, Détective Rollmop, ou tant d'autres, qui tous jouent avec les spécificités du 9e art. et vous trouverez en description de cette vidéo des masterclass de Denis Bajram et de Valérie Mangin, ainsi que les conférences de Benoît Peters sur l'histoire de la bande dessinée. Et bien d'autres choses encore. Vous verrez, vous vous amuserez, vous saurez plus quoi faire de vos journées après. On espère que cette chronique vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir Abîme, On laisse évidemment le mot de la fin aux auteurs comme d'habitude, on se retrouve très rapidement. et d'ici là, bullez bien. Le vrai génie, il est extrêmement rare. Celui qui est incontournable, qui explose tout au moment où il arrive, etc. Le Alan Moore ou le Goscinny. Voilà, récemment, j'en ai pas croisé un apparu depuis une dizaine d'années. Donc celui-là, quand celui-là arrivera, je vous le dirai, mais vous savez, avant moi.